Alors, bienvenue à la Ligue des Cinévores. Je m'appelle Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Alors, comment vas-tu, Max, cette semaine? Ça va très bien, toi? Oh, je vais très bien. Écoute, l'école commence sous peu, j'espère dans ton cas. Ah oui, une grosse... l'année commence pour moi dès mardi. Ah, même chose pour moi. Écoute, beaucoup d'aventures, mais on sera toujours présent pour notre émission. Alors, sans tarder, on va commencer avec nos chroniques. Les chroniques. Alors, notre première chronique cette semaine, c'est qu'est-ce que nous a écouté cette semaine. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Max commencer. Alors, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Aujourd'hui, je suis allé au cinéma. OK. J'ai été voir le film Don't Breathe en français qui s'appelle Ne respire pas. Oui, je crois que c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur suspense. Je dirais qu'il penche plus vers le suspense. OK. Mais c'est un film pour de vrai que j'y allais avec aucune... Ben, je voulais le voir, mais j'étais pas excité par rapport au film, mais je trouvais que l'idée était bonne. Pour résumer rapidement le contexte du film. Pour ceux qui savent pas, là. Non, c'est ça, c'est dans le fond, on est habitué que c'est des valeurs qui lui tient la personne dans la maison. Ouais, il séquestre. Ouais, c'est exactement. Et là, c'est l'inverse. C'est les valeurs qui sont séquestrées par c'est spécial. le gars de la bâtisse, qui est un aveugle, soit dit en passant. Et dans le fond, pourquoi on ne respire pas, c'est que il entend tout dans la maison. Par défaut, vu que t'es aveugle. Ouais, ses sens sont développés. C'est ça qui m'a demandé sceptique, j'avais vu la bande-annonce, en allant au cinéma, et le film m'avait pas trop attiré, justement, à cause du concept. C'est deux personnes, ça tourne autour de trois personnes, dans le fond, deux personnes qui sont prises à la maison avec l'aveugle, qui essaient de s'enfuir, puis l'aveugle fait tout pour les trouver. J'avais l'impression que c'était être ton d'âme, mais est-ce que tu me dis que tu as eu d'avoir une bonne expérience? Oui, ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que le film t'a dit ne respire pas, tu sais, le film s'appelle comme ça. Je te jure que tout le long, pendant la 1h30 que le film dure, t'arrêtes de respirer parce que des fois t'es comme qu'est-ce qui va se passer, puis écoute, je vous le recommande pour vrai, là, si vous avez le goût d'un bon film horreur suspense et que vous avez vous voulez avoir les nerfs à vif, je vous le recommande sérieusement, c'est un bon film. Écoute, tu m'as donné le goût, j'imagine que les auditeurs aussi vont avoir le goût de l'écouter. Mais ça a l'air niaiseux comme détail, mais le son de ce film-là est exemplaire et je vous recommande, si vous avez un bon cinéma maison, mettez le son dans le tapis, le son fait le film aussi. OK. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur le son, puis c'est assez incroyable, mais c'est bien fait. L'ambiance est bonne à cause de ça. Chaque son dans la maison, tu fais c'est quoi? Ok, le film est bien réalisé. Ouais. Est-ce que t'as écouté autre chose cette semaine? Oui, j'ai écouté un film d'animation. Peut-être certains ont oublié ce film d'animation-là, pourtant qui est très bon, parce qu'il avait été tassé à l'époque par le film Bugs Life de Disney Pixar. Oui, le grand classique. Ouais, mais c'est ça, c'était un film qui avait sorti dans la même année. Puis oui, ben je le connais, j'ai déjà vu, là, mais ça, il est un peu éclipsé, comme tu dis, à cause de... Ouais. Puis sérieusement, c'était un excellent film d'animation que je pense qu'il a été malheureusement sous-estimé parce qu'il y a vraiment une critique sociale des fourmis là-dedans, c'est bizarre à dire. Ouais. Le casting est 5 étoiles. La personne qui fait la voice acting du personnage principal, c'est Woody Allen. On n'est pas habitué. Ben, il tourne quand il fait des films, souvent il est dedans, mais il joue jamais le personnage principal. Et Woody Allen, Jennifer Lopez et Sylvester Stallone. Oh shit, ok. C'est pas de la petite bière. Non, mais je sais que j'avais aimé le film à l'époque quand je l'avais vu, là. C'est quand même devenu un classique, même si c'était éclipsé, par l'autre film qui sort en même temps, La vie des bestioles, je crois, en français. Je me rappelle pas. Mais, ça, je crois qu'il y en a pas eu d'autres, je pense que c'est ce film. Y a-tu une suite? Je suis pas sûr. Non, il n'y a pas eu de suite parce que ça n'a pas été un flop au box-office, mais ça n'a pas été un grand succès au box-office. Pour les films d'animation, quand le film, je pense, dépasse pas 200 millions dessus il faut un certain budget. C'est là que c'est rare que les studios s'investissent. Je me rappelle, c'était un film vraiment intelligent parce qu'on voyait comme une comparaison, j'avais vu ça comme une comparaison avec la société aussi. Là. Oui, il y a vraiment une grosse comparaison avec la société. Et le film, ça permet d'être cru. C'est... Autant que je trouve que c'est bien, ça apporte bien pour les jeunes, autant que je trouve que c'est un peu froid à certains moments pour les jeunes. C'est drastique. Mais c'est vraiment un bon film. Puis c'est un des rares films d'animation que je pense qui porte à réfléchir un peu. J'ai vraiment bien aimé. Sinon, je crois, moi aussi, j'avais aimé mon expérience. Ouais. Sinon, cette semaine, ça a été tout ce que j'ai écouté. Okay, toi, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Ben, moi, j'ai écouté, entre autres, 2 films et une série. Je pense pas à le premier film. J'ai écouté une vieille comédie de Wolf Howard. C'est le Retour à la fac en français. C'est avec Wolf Howard et Luke Wilson comme acteur principal, suivi de Vince Logan. Logan, parce que je l'apprécie pas aussi. C'est 3 acteurs très drôles du moment. Dans le fond, c'est, pour faire bref, une petite résumé, c'est on suit Luke Wilson, qui est dans le fond un homme qui a une vie quand même assez stable, classique, travaille dans le bureau, tout ça. Puis il rentre chez lui après un voyage d'affaires, puis il tombe sur sa femme qui est en train de faire une orgie.
Il décide de la laisser là puis de s'acheter une nouvelle maison. Mais ce qui arrive, c'est qu'il s'achète une maison dans un quartier proche de l'université. Okay. C'est un quartier réservé pour les recrutements d'étudiants. Okay. Puis il est obligé de faire, il est obligé de transformer sa maison en ça. Et il s'en vient de plusieurs anecdotes péripéties très drôles parce qu'il doit gérer un groupe de jeunes puis il doit faire des initiations tout ça. C'est une bonne comédie à Wolf Hall. J'ai bien ri mon moment. Même si pour moi, Luke Wilson, c'est pas un acteur que je trouve vraiment drôle en tant que tel. Je préfère son frère Owen Wilson. Ouais, moi aussi, mais Luke Wilson, il est bon pour jouer des personnages très neutres. Ça a l'air niaiseux. C'est pas son problème. C'est pas un problème de jeu. Mais il joue souvent le même genre de personnage, très élu de lui-même un peu, son nom. Ouais, ben moi j'aime ça, il est souvent des passages profonds, puis je trouve qu'il est bon là-dedans. J'ai écouté des films comme Une nuit à Paris, un film de Woody Allen, justement, ouais. Puis j'ai beaucoup aimé le film. Écoute, c'est une petite histoire simple, mais on suit le personnage, on embarque dans son personnage. Vraiment, cet acteur-là, j'aime beaucoup. Mais comme je disais, son frère, il m'attire moins. Mais j'ai quand même trouvé ça, c'est une bonne comédie, ça vaut le détour. Il y a des scènes classiques, pour ceux qui l'ont déjà vu, la scène du garçon noir qui tombe parce qu'il y a une brique qui attache après son pénis. Une scène classique du film. Sinon, deuxième film que j'ai vu cette semaine, une comédie, pas une comédie, excuse-moi, un film d'action récent qui est sorti, qui est Agent très spéciaux Code Uncle. Ouais, réalisé par Guy Ritchie en plus. Oui, exactement. C'est un film qui avait un gros budget, qui avait beaucoup d'attentes, c'était basé sur une série des années 80 du même nom. Une série qui était très populaire. Dans le fond, l'histoire, simplement, c'est on suit deux agents pendant la guerre froide, du côté russe et américain, qui doivent finalement s'allier pour combattre un ennemi commun. Donc, au début, il y a une tension entre les deux. Les personnages sont présentés. Puis, c'est un film d'action vraiment typique, style un peu dans la James Bond. J'ai beaucoup vu de références au film de James Bond. C'est des films d'espionnage. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais l'action est bien placée dans le film. Et on voit tous les éléments typiques d'un film d'espionnage. Puis, j'ai vraiment apprécié le film. Le film est porté par deux acteurs importants, un plus que l'autre, je trouve. Le premier, c'est Henry Cavill. Le Superman national. Ouais, c'est ça, le Superman en ce moment. Puis un autre, c'est un acteur que je suis un peu mitigé. C'est Armie Hammer, que j'ai vu dans deux films avant ça. J'ai vu dans le Lone Ranger, qui était censé être un film culte, qui finalement, ça a été... un échec commercial. C'est un des plus grands clubs de Disney. C'était vraiment... il faisait le rôle de titre, puis ça l'a pas aidé à sa carrière. Puis avant ça, je l'ai connu dans un de ses premiers rôles. Je sais pas si tu te rappelles, il joue le rôle des jumeaux dans le film sur l'histoire du créateur de Facebook, de Mark Zuckerberg. Ouais, de Social Network. Exactement. Dans le film, dans le fond, c'est lui qui fait le méchant, si on peut dire, parce qu'il poursuit Mark Zuckerberg tout le long du film. Il fait son propre jumeau, dans le fond, il est deux fois là. C'est un rôle un petit peu moins important, mais il l'a quand même mis sur la carte. Ok, ouais, il fait un jumeau. Ouais, parce qu'il l'accuse d'avoir volé le projet. Ouais, parce que lui l'engage, puis après il l'accuse, puis ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui qui le fait. Il m'avait pas trop marqué dans ce film-là. Après, avec Lone Ranger, j'étais déçu, fait que j'ai pas aimé l'acteur, fait que j'étais très réservé pour ce film-là. Okay. Et j'étais très surpris de sa performance. Par lui, Henry Cavill fait l'américain, Superman dans le fond. Puis Armie Hammer, c'est lui qui fait le russe. Puis d'abord, Armie Hammer, c'est un acteur américain, donc il devait se mettre dans la peau d'un russe. Puis il y a des passages qui parlent en russe, donc on voit sa vraie voix parce qu'elle est pas doublée. Puis il a un accent, je sais pas comment il a fait ça, mais il a travaillé un accent vraiment parfait russe. Puis on croit à son personnage russe, puis à sa mentalité aussi très froide, très calculateur. Puis les deux personnages ont un bon contraste qui fait ensemble. Le film est aussi jumelé avec une actrice récente dans l'univers du cinéma, Alicia Vikander, qu'on a pu récemment voir dans le nouveau Jason Bourne. C'est une actrice vraiment en vogue en ce moment. Oui, et mention en arabe, si tu me permets, excuse-moi. Vous avez vu le classique, qui est rendu un classique, 2X, Machina. Elle joue la personnage robotique principale du film. Puis elle est époustouflante. J'ai pas encore vu ce film-là, d'ailleurs, je vais le voir. Vraiment t'écoutes ça. Mais je sais qu'il y a plusieurs films récemment qu'il a fait qui l'ont poussé dans vraiment en ce moment, il est en vol. Ça pour dire que c'est un bon film, je pense que c'est un bon moment. Je le recommande. On va peut-être en parler bientôt dans un autre dossier. Ouais, moi je suis très content, je l'ai pas vu encore. Il en vaut le détour surtout parce que c'est basé sur une vieille série. Mais sinon, ce qui est plate qui est arrivé à ce film-là, parce que c'est une série, hein, à la base. Ouais, ça, c'est une série qui est très populaire. Ouais, ça a mal viré. Je pense qu'il voulait peut-être en faire une franchise, peut-être comme une émission impossible. Pas nécessairement dans le même genre de film. Pour te faire une parenthèse, c'est drôle parce qu'il avait approché Tom Cruise au début. Ah oui, ok. Pour faire le rôle de Henry Cavill, qui est l'agent américain. Puis Tom Cruise a accepté si ça allait devenir une franchise. Finalement, il y a des désaccords avec la production, puis il a dû, au même moment, il a décidé de produire un nouveau Mission Impossible. Donc, il a dû mettre de côté ce projet-là. Ah ouais. Mais il est toujours d'actualité de vouloir faire plusieurs films dans cet univers-là. Ils n'ont pas encore décidé si ça allait faire une suite. Mais il y a du potentiel parce que c'est une série dont il y a beaucoup d'éléments à utiliser. Donc, j'espère.
Mais sinon, malheureusement, je sais que ce film-là, ça a été un flop au box-office. Il a été rentable. Le film coûtait 75 millions, il en a rapporté seulement 110 millions. Il a rapporté 110 millions au total. Puis ça, c'est worldwide. Fait que ça a été un échec aux États-Unis en soi. Et c'est un échec commercial. Probablement qu'il va se rattraper dans les ventes de DVD et Blu-ray ou juste vidéo sur demande. Mais pour un film de même, de ce calibre-là, avec quand même un casting quand même 5 étoiles, parce qu'il y a Hugh Grant qu'on oublie de mentionner. Ouais, il y a un rôle plus secondaire, il y a quelques scènes dans le film. Mais c'est quand même un gros nom. Il amène comme ça touche, dans le fond, parce que vu que c'est les Américains et les Anglais qui se côtoient, il a mettre une touche anglaise, donc ils ont mis cet acteur-là, qui est un acteur que, personnellement, je vois presque plus au cinéma, je sais pas s'il fait encore bien des films, mais il y a un temps, on le voyait beaucoup au cinéma. Ben, je sais pas ce genre d'acteur, malheureusement, qui a fait son argent et qui choisit probablement ses projets. Puis si tu me dis que, justement, il joue un rôle mineur, pourquoi pas, probablement, il voulait pas s'investir longtemps sur un long tournage. J'imagine. Je pense qu'il peut se le permettre. Moi, j'avais connu, ma mère, parce que une de ses cultures, c'est Bridget Jones. Ouais, il a même refusé, de participer au nouveau qui sort. Ouais, il a refusé de participer au nouveau, d'ailleurs, ils ont mis un nouveau acteur dedans. Patrick Dempsey, je suis désolé. Je suis pas capable de prononcer mon nom plus parce que je suis décidé. Mais oui, ils ont changé d'acteur parce qu'il a pas voulu le refaire, ce qui m'a étonné parce que j'avais aimé son rôle. Mais c'est ça, donc, on va pas s'arrêter trop longtemps là-dessus, mais, dernière chose que j'ai vue cette semaine, moi, je suis un grand amateur de tout ce qui est Sherlock Holmes, c'est un de mes passages préférés. Ouais. J'ai dévoré les deux séries actuelles, qui est Sherlock et Elementary. Avec Benedict Cumberbatch, qui va faire le nouveau Doctor Strange. Exactement. Écoute, ça va être, c'est complètement fou. Sa performance est époustouflante. Écoute, au début, moi, j'avais écouté les films avec l'acteur qui fait, Robert Downey Jr. Ouais, j'avais beaucoup aimé sa performance. Qui ont fait, le réalisateur qui a fait Agents spéciaux, ouais, c'est le même réalisateur. C'est le même réalisateur qui a fait des deux. Exactement, tout est dans la tête. Exactement. Puis ça, après, quand samedi, il m'a parlé de la série Sherlock. Ouais. Et quand il m'a dit que Benedict était dedans, ça m'a intrigué parce que c'est l'acteur qui m'avait marqué son rôle dans Star Trek. J'ai tout été intrigué par sa performance. Donc, mais je pense que c'est cette série-là pour qu'il a bâti sa carrière. Souvent, c'est des acteurs qui vont faire un premier film, qui vont le lancer, mais je pense que c'est ça. Ben, lui puis le Watson dans le film, ces deux-là, leur carrière, ils ont un boom grâce à cette série-là. C'est Martin Freeman, hein. Exactement, qui lui a fait le rôle principal dans la préquelle de Seigneur des Anneaux, de Hobbit. C'est lui qui fait Bilbon Saquet dans la... En plus, il fait partie aussi de la trilogie, je pense que c'est Cornelio, de Sean, comment il s'appelle, le gars qui fait, Sean et les zombies, les pop, oui, non. Parce que on sait de qui on parle, mais petite anecdote de même, Bénédicte, il fait un rôle dans la préquelle de Hobbit, vu qu'ils sont toujours liés. C'est lui qui fait la voix de Sauron, quand on l'entend parler, puis c'est lui qui fait la voix du dragon. Puis c'est drôle, parce qu'ils se ramassent les deux aussi dans l'univers de Marvel. Ouais. Martin Freeman est apparu dans Civil War, puis il a dit qu'il allait revenir, puis c'était comme un badge de donc, juste pour repartir sur ce que je disais, dans le fond, c'est ça. Ça, j'ai vu Sherlock, j'ai dévoré, j'ai écouté un épisode. Dès que j'ai commencé le premier épisode, j'ai accroché sur le personnage de Sherlock qu'il faisait. Il amenait vraiment c'était vraiment la série était fidèle au livre. Et le personnage était vraiment fidèle, mais ils l'ont modernisé. Dans le fond, ça se passe dans l'époque présente, mais à Londres. Ok. Il y a un format spécial à cette série-là, dans le fond. Pour en parler brièvement. Dans le fond, chaque saison a 3 épisodes. Chaque épisode dure la longueur d'un film, donc ça dure 1h30 par épisode. Ah ouais? Ouais, un peu à la manière de Columbo. Columbo, moi c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Il faisait ça, il y a des saisons courtes, mais il y avait des épisodes longs. Donc, ça donne en appétit parce que t'as le goût d'en voir plus. C'est combien? Excuse-moi, mais combien d'épisodes dans une saison environ? 3. Il y a combien de saisons là? Actuellement, il y en a 3, puis la 4e saison sort cet hiver. Chaque saison a 3 épisodes? Ouais, il y a 9 épisodes qui existent en ce moment. Ouais, ok, c'est quelque chose qui se vient, dans le fond, on les écouter. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que vu qu'on vient de sortir populaire, les saisons se décalent. Là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de saison. Ok. Fait que là, tout le monde l'attend avec impatience. Ils ont sorti l'épisode 0, dans le fond, pour faire attendre les fans. C'est un spécial Noël qui ont sorti Noël passé. Faut attendre les fans, puis là, j'ai le goût de voir la série depuis. Et dans le fond, c'est à partir de là. Quand j'ai fini Sherlock, j'étais accro, donc j'ai cherché quelque chose d'autre en rapport. Je suis tombé sur Elementary, que je sais pas si tu connais. De quoi, excuse-moi? Élémentaire en français, une autre série dans l'univers de Sherlock Holmes. Ok, là, c'est une version américaine de Sherlock Holmes. Ok. J'étais très sceptique au début parce que ce qui est arrivé, c'est que Sherlock puis Élémentaire, les deux sont sortis la même année, mais sur 2 postes. BBC a sorti Sherlock, puis j'ai un blanc, mais un poste américain a sorti Elementary, puis il y a tout de suite eu de tension entre les deux, parce que les deux exploitaient Sherlock Holmes. Puis, dans le fond, finalement, ils ont accepté les deux qui se diffusent parce que, dans le fond, les deux amenaient une vision différente. Puis, faire un résumé pour Elementary, dans le fond, c'est Sherlock Holmes, qu'on connaît, le personnage traditionnel, qui vivait à Londres, dans l'époque moderne, dans le fond. Puis, il a fait après des éléments fâcheux, il est tombé dans l'enfer de la drogue. Il était accro, à la cocaïne. Ouais, à la cocaïne, c'est ça. Puis, il était dans des intox, puis pour l'aider à aller mieux, il a décidé de quitter Londres pour New York. Pour s'éloigner de ces vieux démons.
Mais puis quand il arrive à New York, mais il décide que pour se garder actif d'aider la police. Puis après un certain temps, il va mieux, puis il décide finalement de rester là. Okay. Parce qu'il dit en joke que New York, c'est une ville qui a une bonne proportion de crimes. Donc ça vaut la peine de rester pour s'en occuper. Je suis curieux, je sais pas si tu l'as mentionné, mais la série, elle vient de quel pays, la version avec Benedict Cumberbatch? Elle vient c'est une série anglaise, sur BBC, le poste principal en Angleterre. Okay. Puis la nouvelle, c'est une chaîne américaine, je pense que c'est Fox, mais je suis pas sûr. Puis donc ça, c'est vraiment tourné aux États-Unis, puis c'est vraiment, l'ambiance est excellente. Puis le premier élément qu'ils ont changé pour faire comme un nouvel univers, Watson, le traditionnel Watson qu'on a pu voir, qui est un homme, ici c'est une femme asiatique, qui est Lucy Liu. Ouais, ok. C'est Lucy Liu qui est quand même une actrice assez connue. Oh, ouais, mais c'est quand même drastique comme ça. C'est plus si j'étais de reculons d'ailleurs à cause de ça, parce que c'est comme, pourquoi ils ont mis une femme, ça va bugger l'affaire, ça. Mais j'ai écouté 2-3 épisodes, je suis pas sûr. Je me suis laissé tenter par d'autres épisodes. Finalement, j'ai aimé parce que j'aime le principe du personnage Sherlock Holmes qui devine tout, tu sais, puis qui surprend tout le monde. Moi, j'aime ça. Donc, j'ai accroché. Puis ce qui est pas avec cette série-là, c'est une série américaine, puis eux, ils font des saisons complètes. Donc, il y a 23 épisodes par saison, 1 heure chaque épisode. Il y a 4 saisons. Donc, j'en avais pour mon argent, comme on dit. J'ai écouté ça j'ai découvert ça en juillet. Puis à la fin du mois, j'avais toutes vu les saisons. Puis j'attends une saison qui commence en octobre. C'est bon, tu n'es pas avec la pote. Ah, écoute, quand j'accroche une série, ça va vite. Mais tout ça pour venir à la série que je voulais parler, c'était pour introduire, dans le fond. Ok. Excuse-moi, j'ai fait une intro, excusez-moi tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est parce que je vais mettre en contexte, parce que dans le fond, quand j'ai fini mon Inventory récemment, j'étais encore dans le goût de ça. Il n'y avait plus rien à mettre sous la dent. J'ai commencé à me renseigner sur des séries du même univers. Je suis tombé sur Le Mentaliste. Ah, ok, oui. C'est une série qui date de quelques années déjà maintenant, qui est terminée d'ailleurs. Ouais, ça fait pas longtemps que c'est terminé, je crois. Non, ça fait quelques années, je pense que ça fait 2 ou 3 ans, je crois. Au maximum, là. Puis, j'avais déjà entendu vaguement parler, je l'avais vu à la TV, j'avais déjà écouté un épisode, j'avais pas accroché sur le coup à l'époque. Je me suis laissé tenter il y a quelques jours, j'ai commencé, je suis rendu à 5 épisodes, et je dois dire que je trouve ça intéressant, c'est différent de Sherlock Holmes, mais le réalisateur qui a créé ça, il a dit que pour lui, c'était le nouveau Sherlock Holmes du 21e siècle, c'est sa nouvelle vision du Sherlock Holmes. Dans le fond, pourquoi il dit Le Mentaliste, parce que il comme Sherlock, il devine des trucs, mais lui, sa façon, c'est que c'est un ancien médium, puis ça a ses capacités de médium pour manipuler les gens, pour deviner les choses. Mais c'est de la déduction qu'il fait, ou c'est vraiment, il joue avec la tête du monde? Il y a de la déduction, mais c'est principalement de manipulation. Okay, il va servir des éléments qu'il y a autour de lui pour manipuler les gens, puis deviner les choses, puis en observant. Il observe beaucoup. Puis, contrairement à Sherlock, lui, il est plus reculé, tu sais. Il ira pas directement en action, il va pas pousser, il va pas arriver devant, il va dire toutes ses affaires. Il va laisser les gens juger, il va être comme ça, Puis il va dire non, tu te trompes, tu sais. Lui va être de plus de côté, plus réservé, j'ai trouvé ça intéressant. Okay. Je peux pas mettre une opinion définitive, j'ai pas fini la série. Mais c'est la série que j'ai écoutée cette semaine, donc je voulais en parler. Après cette longue introduction, on va aller avec la nouvelle de la semaine. Ok. Alors, je te relance là-dessus. Alors, toi, c'est quoi ta nouvelle cette semaine? Cette semaine, j'en ai 2. Ok. Je vais commencer par la haine de nouvelles, je pense, qui a ravivé vraiment beaucoup de monde. La dernière fois que j'ai regardé sur Facebook, il y avait déjà plus de 21 millions de visionnements de l'annonce. C'est assez impressionnant. D'un, je suis impressionnant, je vais dire c'est quoi le nom de la série, là. Ouais. Mais ça a été la série la plus écoutée de Netflix, je crois, de toute l'histoire de Netflix. Et ça compte des séries comme House of Cards, des séries Marvel. Marco Polo, qui a été passé record. On peut en shooter des noms. C'est la série Stranger Things. Ah, oui. D'ailleurs, j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir en faire un épisode. C'est vraiment une des meilleures séries qu'il y a actuellement sur Netflix. Si vous n'avez pas vu ça, c'est 8 épisodes. Ça s'écoute facilement. Ça s'écoute très bien. C'est très référentiel à Stephen King ou ça va chercher dans ces éléments-là qu'on aimait beaucoup. À Steven Spielberg aussi, que ça fait beaucoup. Tu nous en avais parlé la semaine passée, de cette série-là qui t'écoutait. Je suis resté sur excusez-moi le terme, mais je suis resté sur le cul, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Okay. Et dans le fond, ma nouvelle, c'est que la saison 2 était enfin officialisée. Ça faisait un moment qu'on n'en parlait pas. Puis on se demandait. Netflix est une machine assez. Dès qu'une série marche, il annonce tout de suite des saisons qui ont mais Netflix, des fois, sont plus. On prend du recul et on regarde. Parce que Netflix peut se permettre de faire ça. C'est pas des chaînes, il n'y a pas de publicitaire. Non, c'est ça. Mais la plupart de derniers projets, il y a beaucoup de séries que j'ai sur Netflix qui ont eux-mêmes fait. Puis la plupart de leurs nouvelles séries, en ce moment, ils pognent toutes une après l'autre. C'est tout quand sortent une nouvelle. Elle pogne immédiatement. Je pense à Marco Polo. Je pense à Daredevil. À Stranger Things en ce moment. Mais là, Netflix, c'est différent, mais est-ce que tu sais comment ça marche une série aux États-Unis? Quand une série est annoncée, le contrat de base, c'est 7 saisons. Que ce soit n'importe quelle série, c'est 7 saisons. Quand les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes signent 7 saisons de base. C'est ça le contrat. C'est pour ça que souvent les séries se rendent jusqu'à 7 saisons. Même si on trouve des fois qu'ils poussent. Il y en a qui sont plus courtes ou plus longues, là. Mais ça, c'est à la vue
Comme la Fox, ils décident, hey, on fait une autre saison. Il y a l'impact aussi de la popularité, parce que c'est assez populaire, ils finissent par décider de l'arrêter, ça arrive souvent. Il y en a beaucoup de séries qui ont duré juste une saison parce qu'il n'y a pas de popularité, mais il y en a des bonnes que je trouve. Comme True Detective, la saison 1 était au sommet, ils ont passé une deuxième, ils ont réalisé que la deuxième elle était beaucoup moins cotée, j'ai vu. Alors, pour finir, la saison 2 est officielle, je suis vraiment heureux. Je vais d'ailleurs commencer la série aussi très bientôt, parce que t'as le temps de m'en parler, donc j'ai capoté. Et je crois que t'as autre chose à dire aussi. C'est une anecdote, c'est une nouvelle, mais une anecdote. Deadpool, on a su récemment que Ryan Reynolds, je pense on peut assumer qu'il adorait ce projet-là. Il faisait longtemps qu'il poussait la Fox à le faire, ce projet-là. C'est même lui qui avait poussé pour que Deadpool soit dans le film Wolverine Origins. On va pas en parler. Très exécrable. On en parlera pas. Puis Deadpool est complètement c'est pas Deadpool dans ce film-là, on va se dire. Pourtant, Ryan Reynolds, c'est ça qui se faisait que il faisait un bon Deadpool, mais il était mal contextué, peut-être. Contextué. Je pense que c'est le bon terme. Ouais. Mais là, ma nouvelle, c'est que Ryan Reynolds croyait tellement à ce projet-là que lui-même a payé les scénaristes pour le projet. Non. La Fox croyait tellement pas à ce projet-là, il a dit, moi, j'y crois, ça fait longtemps, c'est un personnage, puis lui, il l'a toujours dit. Moi, je crois que ce personnage-là, ça va être le personnage de ma carrière. C'est celui-là qui va faire ma carrière au total. Et je sais qu'il en a parlé longtemps. Lui, il était un petit peu de super-héros, puis il y a eu plusieurs tentatives dont, à la base, je sais pas si il a commencé dans Blade. Blade, oui, le 3, le Trinity. Qui était très mauvais. Ça, on pourra en reparler. Après, il y a aussi, comme on a dit, Wolverine Origins, qui a tenté sa chance en étant la première fois Deadpool, ça n'a pas marché. Pendant un certain temps, il a dû oublier le projet. Il a tenté un autre super-héros, qui est Green Lantern. Qui était un autre très mauvais film. Il s'aidait pas lui-même, je pense. Il a accepté des projets de même. Puis finalement, il a eu sa chance de refaire Deadpool, même si Fox y a de reculons. Ils ont pas mis un gros budget pour le film. 60 millions. Il en a rapporté, je pense, 800 millions. On appelle ça un success story. Écoute, c'est le film des X-Men qui avait le plus petit budget et qui a rapporté le plus à rapport. Plus d'argent que le film de X-Men qui a fait le plus d'argent. C'est ironique. Écoute. Et ça n'a pas été long qu'à annoncer un deuxième. Vraiment hâte. Et écoute, Deadpool, on ne veut pas tout le temps parler de films de super-héros, mais Deadpool, si vous l'avez pas vu, c'est autant que vous aimez les films de super-héros ou non, Deadpool vaut la peine d'être en tant que film en soi. Il brise le genre. Maintenant, on s'est promis qu'on allait faire une critique au courant de l'année, au début de l'année prochaine. On sait pas encore quand, mais c'est clair qu'un jour on va en parler. Alors, pour faire bref, il a payé les scénaristes et ça a donné le projet que ça a eu. Je suis vraiment content pour lui que ce projet ait marché. Ben oui, écoute, moi je vais aller avec mes nouvelles. Vas-y. J'ai ma première nouvelle cette semaine. Pas dans la même gamme, on va aller avec les super-héros, dans le fond. Faire une bon contraste, dans le fond, Ben Affleck qui réalise Batman, produit, réalise et joue dans le film Batman. Je pense qu'il scénarise en plus, ça se peut-tu? Je pense aussi qu'il scénarise, il fait tout. C'est une machine. C'est un film de Batman fait par Batman pour Batman. That's it, c'est ça qu'on demande. Puis en plus, c'est lui qui va aussi, je pense, produire Justice League. Mais bref, tout ça pour dire que la nouvelle, c'est que Ben Affleck sur son compte Twitter et sur d'autres de ses comptes a publié un bref teaser du méchant du prochain film de Batman, dans le fond, le film qui va introduire, qui va permettre de comprendre l'univers de Batman, et que, dans le fond, c'est un méchant très connu. J'étais surpris de ce choix-là. Comme je dis, je peux pas parler avec Deadpool, dans le fond, c'est Deathstroke. Parce que Deadpool est reconnu pour être une parodie de Deathstroke. Ils ont des points très communs, ils ont les mêmes caractéristiques, les mêmes capacités, c'est les mercenaires, ils ont des capacités de régénération. La parodie, c'est que Deathstroke est sérieux, puis Deadpool est drôle. Et c'est un personnage très connu, l'univers très apprécié. Je dois dire que j'étais très surpris, sceptique. Écoute, je m'attendais pas à un méchant comme ça pour son film, je m'attendais plus à un méchant comme le Joker qu'on a déjà vu. Moi, je m'attendais plus, pour vrai, si tu me permets, je m'attendais plus qu'il aurait été chercher peut-être une Enigma ou oui, mais il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y a des choses qui sont Enigma. Ou même les pingouins, ou peut-être au PDP, Mr. Freeze, mais j'ai pas pensé à Deathstroke, c'est ironique. Hein? Il y a au début de l'été, Ben Affleck a dit que le méchant de son film d'en prendre un qu'on n'avait pas encore vu. Puis il y a des rumeurs qui étaient passées en disant que c'était Red Hood. Mais il parlait aussi d'en avoir plus qu'un. Oui, mais d'ailleurs, il l'a précisé encore, il a dit c'est pas le seul méchant du film. Mais il y a des rumeurs qui disent que c'est Red Hood le méchant, là, ils ont dit que c'est Deathstroke. D'ailleurs, une petite parenthèse aussi, Deathstroke va faire une apparence avant dans Justice League pour être introduit. Ouais. Dans un rôle mineur. D'ailleurs, dans le teaser, on voit une image c'est un extrait de Justice League, on voit le personnage. Ils ont pas encore dit c'était qui l'acteur, ils veulent garder le suspense encore. Il y a plusieurs rumeurs encore à ce sujet. J'ai pas vraiment d'avis pour encore l'acteur parce que faudrait que je le vois.
C'est difficile parce que ce personnage est quand même très caractéristique. Je veux dire, on l'a vu dans la série Arrow qui a été acclamée pour ça. C'était Manu Bennett qui le faisait. Puis j'ai adoré sa performance de Deathstroke, même si c'est un peu le sens du personnage. C'était vraiment une révélation. Puis c'est très difficile de passer après une révélation comme ça. Mais qu'est-ce que t'en as pensé du costume? Je l'ai regardé plusieurs fois l'extrait, justement, pour le costume. Parce que c'est très bref. Je dirais qu'il est très apparent à la dernière monture New 52. Okay. Très moderne. Très fidèle, je trouve. Le design, l'habit, tout ça. L'équipement qu'il porte, c'est très fidèle. On voit tout de suite que fidèle au dessin qu'il manque un œil. C'est une des caractéristiques. C'est pour ça qu'il y a un demi-masque. Il y a juste un œil qu'on voit dans son masque. C'est une caractéristique. Donc, à date, je suis comme satisfait du costume. Si je veux en voir plus, pour voir, si je veux voir son background, comment il va être introduit. Parce que quand on entend des rumeurs, comme j'ai entendu, il y a une rumeur, mais c'est vraiment juste une rumeur, il n'y a rien de très sérieux. Mais ça commençait à se prendre sur le net, qui disait que Dark Queen allait être présent dans le prochain film de Batman. Puis que l'acteur qui le faisait, c'est, là j'ai un blanc pour l'acteur, mais c'est le très connu Glenn dans Walking Dead. C'est un acteur asiatique pour préciser. Ouais. J'ai rien contre le fait que ce soit asiatique, mais c'est surprenant. C'est juste spécial. Mais écoute, il donne une bonne performance dans Walking Dead, il pourrait peut-être porter une bonne performance. Ouais. Écoute, j'attends de voir s'il y a de quoi d'officiel. Pour l'instant, je dirais là-dessus que c'est juste des rumeurs. Ma deuxième nouvelle, c'est une rumeur qui est devenue de plus en plus sérieux au fil des temps depuis le début de l'été. Qui va, je pense, raviver beaucoup de personnes. Oui, ça va raviver beaucoup de temps. Donc moi, je suis un grand fan d'Harry Potter. Et avec la sortie du nouveau livre, Harry Potter et l'enfant maudit, il y a une grande un renouveau sur l'univers d'Harry Potter. Est-ce que tu l'as lu, le livre, excuse-moi? Non, parce que la fois, il est juste en anglais, il va sortir en français en octobre. OK. Et je vais l'acheter dès qu'il sort. Il va être en avant du Renaud Brie. Clairement. Prends mon argent. Écoute, la pièce du temps a commencé, ça a déjà eu des bonnes critiques. OK. Pour un bref résumé, ça se passe 15 ans après la fameuse saga. Dans le fond, ça se passe à la fin du dernier livre. Ils font un bond dans 15 ans plus tard, quand Harry a des enfants, tout ça. OK. Et ça commence là. Et dans le fond, j'ai pas vraiment regardé l'histoire pour me laisser une surprise. Mais j'espère que l'histoire est très bonne. Puis la rumeur, c'est que il y a une rumeur, Warner Bros. Envisage de faire une nouvelle trilogie d'Harry Potter dans cet univers-là pour 2020. Mais c'est quoi, est-ce qu'il couperait le dernier livre en trois? Tu parles, en fait, il y a juste un nouveau livre qui est sorti. Mais tu sais, y a-tu d'autres livres de prévu? Elle a pas prévu d'autres livres. C'est ça l'affaire qui m'inquiète, là. Parce que s'ils font comme le Hobbit pis qu'ils coupent le livre en trois, écoute, les deux derniers Harry Potter qui sont très bons, mais le part 1, c'est long. Ouais, ben, c'était dur de faire une coupure, on s'entend, là. Mais si t'as lu les livres, t'aurais compris que c'était très dur de faire une coupure, là. Un peu comme à Hunger Games aussi, on a misère à faire la coupure pour Hunger Games le dernier. Ouais, même toi, là, t'as même vécu ça. J'ai jamais fini la série. Non, mais, vas-y. En plus d'avoir l'univers de cette trilogie, il y a des rumeurs très pertinentes qui disent que Daniel Radcliffe, qui est l'acteur qui est connu pour avoir fait Harry Potter, et principalement ça, même s'il commence à faire d'autres genres de films, il était approché par Warner Bros. Sur une rumeur. Il a dit à un moment donné, il a dit sur son compte Twitter récemment qu'il tournait pas l'idée, il disait pas non à l'idée de refaire Harry Potter. Mais il fallait qu'il y ait des circonstances qu'il le fasse. Parce que le refaire comme il l'a fait, ça ne tentait pas. Il faut que le personnage soit ramené d'une façon différente. Puis il a demandé que ce soit que s'il revient, que ce soit les autres acteurs aussi qui reviennent les mêmes. Ouais, c'est normal. Puis là, c'est sûr que le personnage qui faisait Rogue aussi qui est décédé. Ben, ouais, mais le personnage, l'acteur et le personnage, les deux sont morts. Ouais, c'est ça, au moins ça, ça tombe bien, mais c'est parce que il y a tellement de Daniel Radcliffe, ce qui me fait peur, c'est qu'il il fait tout actuellement pour essayer de se dissocier d'Harry Potter, puis là, j'ai l'impression. Il a dit souvent, même chose pour l'actrice Fermione, qui est Emma Watson, elle l'avait dit à la fin de la saga, elle dit que là, elle voulait accepter des rôles vraiment diversifiés, ce qu'elle a fait, puis en plus, pour exemple de montrer qu'elle coupait les ponts, elle savait raser les cheveux. Ouais, je me rappelle. Je sais pas si t'avais déjà vu les images. Mais c'était rasé ou coupé très court? Très, très court. Parce que tout le monde la connaissait. Tout le monde la connaissait avec ses longs cheveux bruns, qui est la caractéristique de Hermione, puis elle a décidé de couper ça comme personnage. Okay. Même chose pour l'acteur qui faisait Harry, changer de look un peu. Ça, c'était ma deuxième news de la semaine que je voulais parler. On va aller avec la dernière chronique de la semaine. Tu me permets-tu de faire une petite parenthèse qui va durer même pas 30 secondes? Ah ben écoute, vas-y. Je suis tombé cette semaine sur une bande annonce. Ça s'appelle Guardian. Okay. C'est les Avengers. C'est une équipe de 4 super-héros. J'ai entendu parler, j'ai vu un poster. Ouais, t'as comme un personnage super musclé puis qui a une tête d'ours. Ou un loup, je pense. Non, c'est un ours. C'est un ours, je te confirme. Ouais, et 3 personnages. Puis c'est bizarrement, ça a l'air très bien réalisé. Les effets spéciaux sont dignes d'un film d'Hollywood. Je suis curieux. Ben, j'en avais entendu parler, j'avais complètement oublié, mais je vais t'en parler. Ouais. J'ai lu un article qui est comparé aux 4 Fantastiques.
Parce qu'il représente chacun un élément comme les 4 Fantastiques. Ah ouais? Ok. Il y a beaucoup d'éléments Son cadre, justement. Ouais, ça. L'histoire ressemble beaucoup. J'ai pas checké l'histoire, mais c'est pas l'histoire a beaucoup d'éléments ressemblants. Ça m'a intrigué, j'ai pas fait trop de recherches, je suis pas un fan de films russes, personnellement. J'en ai pas vraiment écouté. Moi non plus. J'ai toujours de la misère avec le fait de faire des versions russes. Je sais qu'il y a déjà eu une trilogie sur le Rainbow russe. Ouais. C'était Rainbow Chev. J'ai déjà vu le trailer d'un des films. Ça m'avait vraiment intrigué. J'ai pas été très porté à l'écouter, puis ça paraissait moins bon. Mais tout ça pour dire que ça me rend sceptique. Mais j'ai quand même le goût de voir, je sais pas pourquoi. J'ai vu le poster, j'ai pas vu le teaser, mais j'ai vu le poster, puis ça m'a vraiment intrigué. Moi, tout ce qui est super-héros, ça m'intrigue à la base. Donc, j'ai peut-être été porté à l'écouter, moi. Ouais, moi aussi, je suis curieux. C'est une traduction à la limite en anglais, ça serait déjà ça. Ouais, ça serait une bonne idée, ouais, parce que, non. Donc, la dernière chronique de la semaine, avant de commencer notre émission principale. Une longue intro aujourd'hui. Oui, exceptionnellement. On avait du stock à dire. Ouais, je crois qu'on est. Donc, la dernière chronique, la chronique hors sujet. Dans cette chronique, on dit tout ce qui n'a pas nécessairement rapport avec l'univers du cinéma. Encore une fois, je vais te laisser débuter. Je vais commencer avant avec une chaîne YouTube que j'ai découvert cette semaine. Okay. Une chaîne française. J'aime beaucoup des fois les stocks français qui sont sur YouTube. Il y en a qui sont vraiment intéressants et bien réalisés. Là, cette fois-ci, on va contre le contre-emploi de YouTube. Oh. Là, la chaîne s'appelle... Non, le personnage qui incarne, qui fait la chaîne, en fait, excuse-moi, c'est dur à l'exprimer, se prénomme Antox Callboy. Et dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est son nom de la série qu'il fait, c'est Mes chers non-abonnements et l'inverse, Mes chers abonnements. Okay. Je vais t'expliquer rapidement dans le fond. Il va y aller avec le côté gentil, Mes chers abonnements. Il explique les chaînes qu'il a découvertes sur YouTube. Il explique pourquoi il l'aime, pourquoi il trouve que c'est une chaîne qui mérite d'être regardée et qui mérite sa renommée. Ou que s'ils sont pas connus, il veut que ça soit connu. Okay. Mais l'autre côté, qui est le côté négatif, c'est mes chaînes non-abonnements qui est, je vais t'avouer, le plus divertissant. Il va prendre les chaînes, mettons, peut-être tu connais pas ça s'appelle le Studio Bubble Tea. Tu en as déjà parlé. Studio Bubble Tea, pour résumer le bit, c'est un père qui filme à tous les jours sa fille, c'est 2 filles, excuse-moi, en train de jouer à des jouets qui sont sponsorisés souvent par Disney, tout ça, mais dans le fond, le père, récemment, il s'est dévoilé, et pendant des années, il roulait sur ses filles, et commence des millions de vues, et pour ceux qui ne savent pas, les revenus YouTube, ça peut être très payant quand tu tapes des millions de vues. Et lui, dans le fond, ce qu'il fait, il a décortiqué la chaîne et expliqué pourquoi cette chaîne-là est malsaine. Pourquoi c'est pas mauvais parce que il y a de l'exploitation. C'est plate parce que la chaîne que je parlais, Studio Bubble Tea, c'est de l'exploitation d'enfants, mais légale. C'est très zone gris. Mais sinon, il va attaquer à d'autres chaînes que des fois qui vont arriver, puis ça va être c'est du niaisage, c'est comme le terme souvent qui est utilisé en France, du putaclic. Il va décortiquer ça, il va expliquer pourquoi la chaîne est pas bonne, mais il garde tout le temps une note positive à faire en disant, mais il est capable d'aller chercher le positif pareil à la fin. Je recommence cette chaîne-là, ça a été une découverte pour moi. Dans les moyennes des 300 000 vues, je crois que c'est une chaîne qui mérite à avoir plus. Alors, je la recommande. Sinon, le deuxième hors-sujet, je pense que comme beaucoup de gamers actuellement, la bêta de Battlefield 1 est sortie. Oui, elle est très attendue. J'ai été chanceux de l'avoir une journée à l'avance parce que je m'avais inscrit pour avoir la clause d'une journée à l'avance. Et pour vrai, c'est probablement un des jeux que je suis le plus hype cette année. J'étais le plus excité. Et la bêta, j'attendais avec impatience de jouer. Et je suis pas déçu. C'est historique, c'est sur la Première Guerre mondiale. C'est plus rapide que la guerre mondiale a pu être probablement à l'époque. Il y a des Ukrainiens un peu partout, on vous le cachera pas, mais c'est étrange, hein? On est habitué d'un shooter que la mitraillette soit... Excuse-moi de t'en vas-y. La mitraillette est probablement souvent dans les jeux de shooter l'arme la plus utilisée. Ça sert à rien, une mitraillette là-dedans. Écoute, c'est de la merde. Ben, c'est le but de l'ambiance, parce qu'à cette époque-là, c'était pas les meilleures armes, là. Je veux dire, c'était vraiment des armes des rifles qu'on utilisait, puis c'est le fun à jouer avec ça. Même si il recharge à chaque coup, il recharge vite, là. Non, ben, ce jeu, moi, je suis pas un grand fan de ces styles de jeu d'habitude. Quand vous dites, j'ai arrêté après le 5, qui était le dernier en rapport avec les guerres, historiques. Ouais. Quand j'ai entendu parler de ça, j'étais très surpris, parce que les jeux de la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, la deuxième, oui, mais la première, non. Non, c'est ça. Ça m'a très... Surtout Battlefield, je préfère Battlefield à Call of Duty de base. Okay. J'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais joué beaucoup aux 2 premiers Battlefield. Okay. J'ai aussi aimé le dernier qui était sorti, qui a vraiment, les maps on peut tous les détruire. J'avais aimé le concept. Là, qui annonce ça, Première Guerre mondiale, j'ai goût de jouer. Ça me donne fortement le goût de machine console pour y jouer. Ben, il va sortir sur PC. Je sais pas si ton PC, il y avait de la... Actuellement, mon PC, il est pas en état de ça, mais j'ai une tendance à vouloir, parce qu'il y a beaucoup de jeux exclusivités qui sortent, qui me donnent le goût d'avoir une PS4, donc je pense que j'en profite aussi pour prendre ce jeu-là.
Mais qui en vaut la peine, je crois. ce qui est le fun, c'est que c'est des grosses maps comme on est habitué de Battlefield, mais ils ont rajouté aussi la météo, comment je pourrais dire ça comme il faut, interactive. Il va arriver que tu vas te promener dans la map et il va y avoir une grosse tempête de sable. Là, tu vas avoir le champ de vision va être limité. Et des fois, tu vas avoir des games, t'en auras pas cette tempête de sable. Non, mais ils ont voulu. Je sais que j'ai lu un article qui voulait rendre ça très réalistique parce que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre dégueulasse. Ouais. Puis vu qu'on a cet effet-là, que tu sais qu'il y a pas de point de repère, que tu vas être dans la boîte souvent. c'est une guerre de tranchées à la base, donc c'est une guerre très sale là. Ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment très hâte d'essayer le jeu complet qui sort, je crois, le 23 octobre. Mais je sais que c'est fin octobre. Merci pour ça. Il y a des chances que je vienne chez toi y jouer. Ah, j'ai hâte de jouer. Je suis excité pour elle. Écoute, j'y attends aussi ces jeux-là. Y avait-il autre chose dans leur sujet que tu voulais parler? Non, je crois que j'ai fait le tour. Je vais te laisser y aller. Ok. Moi, dans ma chronique hors sujet, j'ai pensé qu'il y a un jeu. C'est un jeu que je joue. Moi, je suis quelqu'un qui, comme je disais chez Kipson, je suis cyclique dans mes jeux. Ouais. Récemment, j'ai dit que je jouais à WoW. J'ai décidé d'arrêter pour un moment de jouer à WoW. J'ai commencé, j'ai parlé de Wafu, que je joue encore d'ailleurs. Et je me suis remis à jouer aussi à un autre grand jeu de MMO qui s'appelle Star Wars The Old Republic. Ouais. Créé par BioWare. Ouais. Spécialisé dans les RPG, connu pour Mass Effect et Dragon Age. Deux grandes séries de jeux RPG très profonds. Surtout Mass Effect. Ben, moi, personnellement, j'ai plus aimé Dragon Age. Ah, ben, c'est... Mais à part le 2, qui était... J'ai un 2, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Il y a eu Inquisition, il y a eu le premier. Ouais, c'est ça. Ah, il a déjà existé, on va faire comme ça. J'ai existé. Mass Effect, j'ai essayé. J'ai joué au 1, j'ai joué au 3. Je pense que j'étais pas dans le move d'y jouer. Je pense que c'est ça qui est arrivé, j'étais pas dans le move d'y jouer. J'ai reconnu le gameplay, j'adore le gameplay de ce jeu-là. Mais, petite blague du PS en part. Hein? Le 4e Mass Effect qui s'en vient début de l'année prochaine, c'est à Montréal qui est fait. Oh! Il va y avoir du potentiel. Mais tout ça pour dire que, revenant à mon jeu, d'après c'est MMO, quand il est sorti, il y avait des grandes ambitions de vouloir détrôner World of Warcraft, qui est le jeu de tous les temps le plus gros MMO. Ouais. Il roule encore, il fait des millions encore. Même s'il a perdu beaucoup d'utilisateurs, il fait encore beaucoup d'argent. Impressionné. Il est rendu qu'il travaille une recette maintenant qui fait que ça marche et il sort des extensions chaque année qui renouvelent l'envie des joueurs d'y jouer. Puis il bombarde les joueurs de contenu. Il y en a tellement que c'est sans fin, c'est effrayant. Mais c'est Légion, je crois qu'ils ont sorti. Ouais, je l'ai d'ailleurs commandé, j'ai pas encore joué parce que d'abord j'ai eu un down, mais dès que je vais avoir le goût, je vais pouvoir essayer l'extension. D'ailleurs, une belle cloche, j'en avais déjà parlé, mais juste pour essayer sur Star Wars. Ouais, vas-y. On va en parler pour ceux qui connaissent beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça. C'est un MMO dans le même genre que WoW, mais en même temps totalement différent dans le sens que BioWare, leur force, c'est la narration. Ouais. Et les choix qui ont un impact dans l'histoire. Donc, tout le long de l'histoire, tu crées c'est dans l'univers des Star Wars, ça se passe plusieurs milliers d'années avant la saga des films qu'on a l'habitude de voir. Donc, on est perdu dans l'univers, c'est tout nouveau. Et il y a les deux camps. Il y a l'Empire et la République qui s'affrontent. Puis dans chaque camp, il y a 4 classes. Okay. Du côté de la République, il y a le Jedi consulaire. Il y a le contrebandier et le soldat, qui ont 4 classes gentilles. De l'autre côté, il y a leur Némésis, le chasseur de primes, l'agent impérial, le Sith et l'inquisiteur Sith. Les 4 classes se combinent bien. Et dans chaque classe, il y a les races classiques qu'on connaît de Star Wars, soit par les films, soit par l'univers étendu. On a un grand choix comme les MMO. Et dès que tu rentres dans l'histoire, dès les premiers moments, tu rentres dans la narration. Puis c'est là que tu comprends qu'on a un autre niveau que WoW, que chaque discussion, tu as des choix de réponse, puis tu as de la moralité de temps en temps. Tu peux être soit gentil ou méchant, même peu importe si tu es dans la République ou l'Empire, tu peux être un Jedi méchant, tu peux être un Sith gentil. Et ton impact a une influence dans ton histoire principale, puis selon cet événement, dans d'autres quests, il y a un impact, puis l'univers est bien placé dans le sens que, mettons, en haut, tu vas te continent en continent. Star Wars, c'est que tu vas de planète en planète, puis tu as ton vaisseau pour te déplacer de planète en planète. J'ai beaucoup aimé ce concept-là. Est-ce qu'il y a encore des mises à jour au jeu? Oui, il y a toujours du contenu. Ils ont sorti une nouvelle extension qui a bouleversé l'univers du jeu, que j'ai pas encore pu me permettre d'essayer. J'avais arrêté à celle justement qui était le retour de Raven, que si les gens connaissent l'univers étendu, les livres, tout ça, ils savent présenter des personnages, et aussi le très classique Knight of the Republic. Ouais, que j'adore. C'était un des jeux, écoute, de mon enfance. L'histoire, là, c'est une meilleure histoire de tous les temps. La fin, tu tombes sur le cul quand c'est go la fin. Donc, ça rapporte avec Raven, qui revient à ce jeu-là. Ils ont fait une extension juste pour lui, tellement qu'il était populaire, tout ça, pour dire que le jeu en vaut la peine. J'ai commencé à y jouer, puis je le conseille aussi, juste pour la narration. On peut faire l'histoire complète tout seul, même pas besoin de jouer avec les autres. Elle est tellement profonde qu'on se perd dedans. Et donc, juste pour dernier élément que je vais parler de mon sujet, cette semaine, j'ai des comics. J'en ai pas beaucoup lu cette semaine, malheureusement. J'ai lu seulement La Monture Nu 52 de Teen Titans, la première série.
connu par la série quelques années qui a joué à TV, qui était un peu plus enfantin, avec des personnages connus dont Robin, Raven et Cyborg, on va dire juste l'autre. Alors ils ont refait la monture avec des nouveaux personnages, toujours avec Robin à la tête de l'équipe. Je vais en parler brièvement parce que je pense sur les comics, je veux pas étaler mon auditeurs. Mais c'est ça, donc j'ai lu à mon tour, je la recommande. J'étais très surpris parce qu'elle a introduit plein de nouveaux personnages que je connaissais pas. Et j'ai passé un bon moment à lire. Donc c'était pas mal ça pour mon sujet. Alors on va passer à notre émission principale. Ah oui, un show principal? Oui, on avait quasiment oublié, je pense, les gars. Ah, écoute, ça roule à soir, on avait dit. Je veux juste préciser avant qu'on voit l'émission principale, il y aura juste une section exceptionnellement. Oui, c'est vrai, la section spoilers uniquement. Et voilà. Parce qu'on parle de la saga au grand complet et je crois que c'est préférable que c'est dur de résumer une saga sans spoiler. Oui, non, alors, on vous avertit d'avance, mais probablement que même si vous avez pas vu le 4, 5 ou le 3, c'est plus ou moins grave. Non, c'est ça. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Bienvenue du côté de notre émission principale. Donc, cette semaine, dossier spécial sur la saga Activité paranormale. Une saga qui contient 5 films principaux et 2 secondaires qu'on ne traitera pas parce que ils sont reliés dans l'univers, mais ils sont dispensables à la compréhension de l'univers de la saga. À la limite, on peut peut-être le prouver. Ouais, c'est ça. Brièvement, tous les films se passent aux États-Unis, sauf que ces deux-là, pour faire exception, il y en a un qui se passe au Mexique, et un autre au Japon. Ouais, mais ils sont reliés par certains éléments plus ou moins flous, en tout cas. Pour revenir au dossier principal, Activité paranormale, ça a commencé en 2009. Le premier film a été réalisé par Oren Peli, en mettant avec l'actrice principale Kitty Featherstone et Mika Sloat. C'est les deux acteurs principaux, deux acteurs ils étaient pas connus à l'époque. Je ne sais pas plus, Non, vraiment. leur carrière pas très décollée, à part pour cette saga-là, parce que l'actrice principale a été vue dans quasiment toutes les activités paranormales, sauf le dernier. Exact. Donc c'est dans le genre horreur, c'est une série horreur. Je pense que ça a des anecdotes à dire sur la saga Activité paranormale. Ben, ce qui a été, par exemple, pour le box-office, c'est assez impressionnant. Le premier film avait coûté 15 000 $, qui a été tourné chez le réalisateur lui-même. Oui. Si j'appelle ça de la motivation. Il croyait au projet. Ouais, puis dans Mais il faut préciser que Oren Peli, il a réalisé et scénarisé le premier film. Ouais. Et il a produit le deuxième et le troisième. Ouais. C'est vraiment lui qui a parti le mouvement du film. Parce que ça voguait beaucoup sur la grosse vague found footage. Ouais, c'est ça. Cloverfield aussi, à quarantaine, je sais pas c'est quoi, mais je sais qu'il y a la version allemande, je crois, qui s'appelle Rec. Sinon, pour ceux qui connaissent pas ça, tu pourrais peut-être éclairer le principe de found footage. Found footage, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est par exemple, moi, je prends mon cellulaire ou ma caméra vidéo, ouais. Et que je filme ce qui se passe devant moi. Le film va prendre ces éléments-là et en faire comme coller. Parfois, il y a juste un point de vue, genre. Ouais, c'est la caméra qui shake, ouais, c'est pas fixe, c'est pas des plans. Non, c'est ça. C'est, des fois, t'as peut-être plus l'impression d'être dans le film. Parce qu'il y a beaucoup de détecteurs qui on peut aussi dire qu'il y a des films, mettons, on peut entendre des choses autour, mais on les voit pas parce qu'on voit juste un angle de la scène. Ouais. C'est aussi, ça ajoute des effets vraiment qui augmentent la tension du film. Activité paranormale joue beaucoup là-dessus. Non, c'est sa force, c'est ça qui a fait que c'est devenu une série culte. Mais une des raisons pourquoi il y a autant de films d'activité paranormale, comme je vous disais, le premier film a coûté 15 000 $, ouais. Mais il en a rapporté 193 millions. Si c'est pas rentable, je sais pas ce que c'est. Il a parti un mouvement, là. À la base, il pensait pas faire une saga avec ça, là. Mais c'est des low budget pour des grosses rentabilités. Je pense qu'en moyenne, tous les films d'activité paranormale ont au moins fait en haut de 100 millions. Ah non, c'est devenu culte, là. Écoute, je les ai tout qu'une semaine, j'étais parti sur un marathon de ça. T'as-tu vomi? Non. Ah, ok, excuse. À part de shaker le même. J'aime les films d'horreur, j'aime ça avoir peur. Okay. Écoute, on m'en avait parlé beaucoup de ce là je l'ai écouté d'une traite à l'époque. Mais t'as écouté Green Lantern, tu dois avoir peur. Non, ok, excuse. Oui, c'était effrayant, oui. C'était très effrayant. Très, oui. Donc c'est ça. Écoute, avant, je suis quelqu'un qui disait ces films d'horreur, premièrement, avant de commencer la critique. Il faut vraiment que les films d'horreur m'attirent vraiment pour que je l'écoute, puis il faut vraiment qu'ils viennent me chercher. La part des films d'horreur m'ennuie. Souvent aussi, le problème, c'est que moi, quand je regarde un film, je faisais mes films par rapport aux acteurs. Quand je reconnais l'acteur, je me dis tout que ça va être tel film. Mettons qu'il y a un film avec Johnny Depp dedans, là, je me dis c'est un film de Johnny Depp. Mm-hmm. Le problème avec les films d'horreur, souvent, c'est qu'ils prennent des acteurs pas connus ou qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ouais. Donc, c'est difficile de me faire l'idée avant de voir le film. Je savais que le premier, c'était un culte, fait que j'ai décidé de l'écouter. Donc, j'ai tout accroché, j'ai tout écouté. Là, on a comme pas expliqué c'était quoi. La fois, on voit du point de vue d'une caméra, la fois, c'est des activités paranormales, le nom le dit. On suit, le premier film, pour commencer, on suit une famille qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. Et le mari filme au début.
Et au début, ça a l'air de film banal, on suit comme une espèce de comédie, quoi que ce soit. Il y a rien de particulier. Puis très rapidement, il y a comme des signes. Il faut être observateur au début. Parce que c'est graduel, les effets qu'on voit. La porte ferme, il y a une porte qui ouvre tout seul, une lumière s'allume tout seul ou s'éteint tout seul. C'est plein de petits éléments. Il faut être observateur. C'est un film qu'il faut pas écouter en état second, si on peut dire. Il faut être attentif parce que ça prend du temps avant que ça démarre, ces films-là. Ils ont tous ils partent tous de la même façon. Peu importe l'histoire, ça vient tellement au même si ça commence graduel. Au début, il se passe pas grand-chose, puis ça empire au fur et à mesure. Et dans le fond, pourquoi c'est une saga? Pourquoi ils ont pas fait des noms différents? C'est parce que dans tous les films sur le dernier, ils sont tous reliés par la même personne qui est l'actrice principale qui fait son personnage de Cathy. Ouais. Comme l'actrice ironiquement. Ouais, ça, l'actrice a apparu dans les 4 premiers films. Dans le fond, le premier et le deuxième film sont beaucoup plus liés, dans le sens que le premier, ça part l'histoire, et le deuxième se passe avant et après le premier film. Et les autres après suivent dans le même univers. Le troisième, je me rappelle bien, ça se passe dans l'enfance. C'est avec les cassettes. Ouais, c'est l'enfance. Ouais, l'enfance, c'est ça. Le troisième, c'est avec l'enfance. Dans le fond, ils sont toutes les mêmes famille. Dans le fond, c'est 2 sœurs qui sont reliées à quelque chose qu'on comprend pas au début. Puis d'ailleurs, dans tous les films jusqu'au dernier, ils expliquent pas vraiment ce qui se passe. Non, c'est très flou. Tu sens que c'est pour faire les suites. Non, c'est ça. Je sais un peu parler du film, j'en détaille beaucoup, mais tu peux en dire des éléments que tu as trouvé intéressants du film? Ben, en fait, la saga, je vais t'avouer, j'avais écouté le premier, je crois, excusez-moi, sur Internet, et je savais pas quoi m'attendre. Je savais que c'était un film d'horreur, low budget, mais j'aimais l'idée de faut être observateur, justement. Non, c'est ça. Le film, et tu analyses le film en ce qu'il est. Puis je pense qu'ils ont essayé de jouer un peu sur comme le projet Blair Witch Project. Excuse-moi, je sais pas si oui. il faut. Et même les acteurs portent le même nom que leur personnage. Peut-être, je pense que peut-être les intentions de départ étaient de faire douter le monde que c'était peut-être vrai ou faux. Mais c'est tourné comme un faux documentaire. Ouais. Quand il a présenté ça, Ren Pelli, à une compétition de cinéma pour présenter ça d'horreur, ouais. Il a dit c'est un principe de faux documentaire, un peu comme L'Exorcisme, qui est un grand classique, c'est présenté comme un faux documentaire. Ça a l'air réel quand on le regarde, on n'est pas sûr si c'est de la fiction. On est perplexe sur le film, c'est un effet intéressant qui a fait que les gens ont accroché tout de suite, là. Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, c'est correct. Ben, dans le fond, écoute, je trouvais que je suis pas quelqu'un qui croit aux esprits, là. Je sais que tu vas me dire, j'ai pas rapport avec le film. Ouais. Mais c'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Comme la franchise de Conjuring que j'aime bien, qui tourne aussi beaucoup sur les esprits. Hein? Puis je pense que les films de fantômes, ça prête bien à des films d'horreur. Et j'aimais le concept c'est une famille qui est prise dans une maison puis qui a des effets paranormaux puis que ça n'a pas besoin de quelque chose de gros, que ça n'a pas besoin de te sauter dans la face pour que ça devienne intéressant. C'est très sec comme franchise, je crois. C'est autant toutes les scènes sont secs, mais j'aime l'idée de t'as-tu vu ce détail-là? Non, je l'ai pas vu. Ou dans le premier film, justement, Cathy qui se lève de son lit puis qui se lève debout puis elle regarde son mari, ben elle est somnambule. Ouais. Puis elle bouge pas pendant, je pense, 3 heures, puis tu vois le temps en bas des rapidement. Accéléré, oui. Ça a un côté épeurant, qui est difficilement descriptif. C'est dur à expliquer pourquoi que ça en est épeurant. Mais j'aimais l'idée. Non, c'est ça, c'est un concept particulier. Ben, un petit élément comme tu parles. Ouais, dans le premier film aussi, puis il me semble qu'il le répète dans je sais plus quel film, c'est à un moment donné, pour vérifier qu'est-ce qui se passe, ils mettent de la farine à terre. Pour voir les pas. Ouais. Puis le matin quand il se lève, il voit les traces de pas. Puis il réalise qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. C'est aussi, j'ai trouvé ça, on le voit dans la caméra, on voit les traces de pas, puis on sait pas c'est quoi. Puis c'est vraiment perturbant. Mais c'est plate parce que c'est une franchise malheureusement qui se fait barouetter à gauche et à droite parce que justement c'est low budget, pas grand chose qui se passe. Des fois c'est long. Il y a des bouts longs. C'est très lent. Il y a des films moins bons que d'autres dans la seconde, sans temps, sont pas Ben je crois que la franchise, plus qu'elle avance, moins qu'elle vient, moi. Non, c'est ça. Non, je suis d'accord, ils ont avec les derniers, ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Ouais, parce qu'ils voulaient faire une conclusion épique. Qui est, selon moi, tout trop épique, là. Je considère que c'est épique le 4 à moi. Le premier concept qu'on a essayé de faire, en plus du principe, c'est qu'on suit une caméra, ils ont mis le principe de 3D. Ouais. Ce qui est rare dans les films d'horreur, mais ça devient de plus en plus probable pour les films d'horreur, ça ajoute une immersion. Je l'ai écouté d'ailleurs en 3D, j'ai une télé 3D chez nous. J'étais pas sûr. L'effet quand même était intéressant. Parce que c'est arrivé dans le dernier film, parce que tout le long de la seconde, on comprend pas vraiment l'entité qui dérange. Mm-hmm. Et il y a très longtemps, on a certains éléments. D'ailleurs, avec les enfants dans le 4e, elle dessine l'apparence de la créature, puis elle donne un nom, je pense qu'il s'appelle je me rappelle. c'est quoi déjà? Sam, un truc comme ça. Il donne elle dessine, puis elle donne son nom, puis sa mère demande c'est qui? Ben, c'est mon ami, il vient me voir la nuit. Puis c'est là qu'elle commence à paniquer. Puis nous, c'est la seule image qu'on a de cette affaire-là.
Puis ce qui fait avec Ghost Dimension, c'est qu'ils trouvent une caméra spéciale qui fait qu'ils peuvent voir la dimension fantôme. Ben, c'est ça je trouve qui est tiré par les cheveux. Autant que les 2 premiers films, pas le troisième. Le troisième, c'est là que ça commence tant qu'à moi à déraper. Ça pouvait être limite réaliste. T'sais, c'était plus terre à terre parce que, on l'a dit, la saison spoiler, c'est là, ça vient avec des sorcières. Puis je trouvais que là, on s'en allait trop dans le what the fuck. Ouais, c'est ça, ils ont mis un côté sorcellerie qui c'était un peu dérangeant, je suis d'accord. Moi, j'aimais l'entité que c'est un fantôme, on sait pas pourquoi il est là, il est dans la maison, il est peut-être parce qu'il s'est pendu dans la maison avant, on sait pas. Non, c'est ça. Puis là, ça devient, en tout cas. Mais le problème, c'est que le deuxième film, ça disait que, dans le fond, la famille des 2 sœurs était liée à cet esprit-là, parce que l'esprit, il vient dans la deuxième maison pour déranger d'autres sœurs. Ça, c'est intéressant, mais plus que des sorcières. Non, c'est ça, puis là, ils ont voulu pousser, donner plus d'éléments à chaque film, puis c'est là que, comme tu dis, ça déraille un peu, avec le principe des sorcières dans le troisième. Ouais. Puis là, on est comme, mais, ok, c'était les esprits, c'était correct, mais ils veulent expliquer encore plus c'est quoi. Puis il y a juste des éléments aussi dans le quatrième, qui dans le fond... Le quatrième, tant qu'à moi, c'est un bouche-trou. Oh non, on commence à savoir pourquoi faire que la franchise, pour l'exploiter, ça rapporte, c'est payant. Et d'ailleurs, le 3 et le 4 sont liés ensemble parce que ça se passe dans la même maison, si je me rappelle bien. Ouais, je pense que c'est ça, il y a un mélange là, mais c'était juste pour faire un autre film. Ça apporte à rien l'histoire n'avance pas dans celui-là. Ça répète les mêmes choses qu'on a déjà vues, c'est pas le plus intéressant. On va le dire, le film finit que la jeune fille qui vit dans cette maison-là va jeter la voisine en face parce qu'il faut chercher le petit gars, parce que le petit gars marche dans la rue, ouais. Puis elle se fait pogner, puis on sait pas ce qui arrive. Mais ça finit très sec. Ça finit très sec. Le film était pareil à la fin, mais d'ailleurs, une anecdote intéressante, c'est dans le dernier film qu'on voit la Cathy qui est reliée dans tous les films. Ouais. C'est dans la scène finale du film d'ailleurs qu'on la voit. C'est elle qui agresse la femme de ce film-là. Ouais, c'est vrai. C'est elle qui le fait conducteur à la base, c'est elle le fait conducteur, mais c'est perdu en chemin comme tu dis. Et le dernier encore, écoute, c'est l'effet 3D, puis là qu'ils mettent les éléments qui nous manquaient pour comprendre. Ils nous donnent tout d'un coup là. Sinon on voit c'est quoi l'esprit. Ils nous expliquent un peu les éléments de cet esprit-là. Dans le fond, on comprend que il y a une autre dimension, puis que les sorcières avant, ils ont activé cette dimension-là, fait qu'elle est ouverte avec notre monde. Puis là, cet esprit-là, il vient chercher des enfants, parce que les enfants, c'est les seuls qui sont capables de voir les esprits. C'est pour ça que les adultes comprennent pas ce qui se passe. Tu sais, à un moment donné, il y a comme, comment je pourrais dire? T'as-tu vu le dernier Mad Max? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi je fais une comparaison à ça. Mad Max, le personnage principal qui est avec Mad Max, justement, qui est la femme, je me rappelle plus son nom, malheureusement, a plus de bras. Okay. Sans dire, ok, c'est quoi le rapport? Elle a un bras robotique à la place. Mais jamais dans le film, ils vont l'expliquer pourquoi elle n'a pas de son bras. Pourquoi le personnage est ainsi. Alors, à un moment donné, où que je vais en venir avec l'activité paranormale, c'est qu'à un moment donné, de vouloir de tout expliquer, je pense que tu perds l'essentiel, puis tu perds un peu d'essence. Tu sais, des fois, un petit côté de mystère où on est capable, des fois, de se faire une propre conclusion. Écoute, elle a perdu son bras, probablement parce qu'elle s'est fait couper pour telle raison. Ok. Pourquoi, là, on cherche à avoir absolument besoin de tout expliquer? Des fois, il y a une expression que je me rappelle plus, mais des fois, t'as pas besoin. Ça apporte rien à l'histoire en bout de ligne, puis à force de vouloir tout nous expliquer, j'ai comme l'impression qu'on se fait prendre pour des imbéciles. Il faut absolument. Maintenant, ce qui est c'est la demande des gens sont curieux, ils veulent comprendre ce qui se passe, puis surtout c'est rendu une saga. C'est ça la demande. C'est ça qui fait qu'un film peut être bon. Des fois, t'as pas besoin de tout expliquer. Tant qu'à moi, écoute, c'est très personnel comme décision, mais. En fait, j'ai pas trouvé que c'était le pire de la saga le dernier. Moi, celui j'ai aimé le concept qu'on voyait l'esprit, ça achetait une tension, on voyait à quoi il y avait l'air. Il y avait des effets intéressants avec ça aussi. Il y avait les effets spéciaux, t'as-tu été flabbergasté pour faire des effets? J'ai été surpris par l'effet de l'esprit, de la façon qu'il est placé. L'interaction qu'il y a aussi avec les personnages, de temps en temps, il y a des interactions. Parce que soit quelqu'un regarde avec la caméra pendant que l'autre interagit, parce que maintenant, à un moment donné, il est au plafond, l'autre il regarde, puis il voit, puis elle est en dessous, mais comme genre, elle réalise ça, puis elle arrive pour y toucher, en tout cas. Il y a des événements de même. Mais il y a une affaire que j'aimais dans la réalisation du 5, dans le seul affaire que j'ai l'impression qu'il y a un réalisateur qui essaie de toucher quelque chose. Des fois, les fantômes dépassent les bandes noires. Oui. Oui, ça rajoute un petit, comme pas de la profondeur, mais ça rajoute un petit élément, je trouve, qui est quand même notable. Et ça me rappelle une scène, je crois que c'est dans le 4, il y a un moment donné, pour vérifier qu'est-ce qui se passe, il y a une fonction avec le Xbox 360. Ouais. Ça, c'est de la pub cachée. Continue. Ouais, c'est une pub cachée, on s'entend, mais ça m'a permis de découvrir cette fonction-là, je savais pas. Mais quand on a Kinect, qui est un accessoire qu'on peut mettre après la Xbox,
Ouais, ben je l'ai, mais bref. Ouais. Je suis curieux d'essayer ça, je suis toujours curieux. Ouais. Il y a comment ça marche chez Kinect, c'est qu'elle détecte les mouvements. Okay. Et comment elle fait, c'est qu'elle projette des lignes dans l'espace pour les pointer. Puis il y a une fonction qui fait que dans le noir, quand tu l'actives, tu vois tous ces points-là. Puis dans le film, c'est censé d'une façon inusitée, c'est censé pour voir l'esprit se promener. Ouais, ben c'est une bonne idée. Puis pendant la nuit, il laisse sa caméra, puis moi j'ai mis une scène, on en voit plusieurs fois dans le film. On voit l'ombre, une masse, elle se déplace comme ça, puis elle disparaît. À un moment donné, elle revient. Je pense que c'est un enfant qui court, ça se peut-tu? Ben l'enfant il court après, là. Ouais. Puis c'est le montre qu'on voit qu'il y a quelque chose, on voit une forme, on commence à comprendre un peu ce que c'est. Ouais. J'ai trouvé ça particulier, j'ai trouvé ça intéressant, là. Je veux dire, c'est une scène qui m'a marqué de la série, là. Ben, ce que j'aime aussi de la série, je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça, j'aime la froideur que la franchise se permet. On peut parler des fins d'activité paranormale qui sont toutes plus ou moins semblables. C'est froid, c'est sec, ça finit drette. Écoute, oui. Le film finit, t'es comme, oh, ça finit comme ça. Toute la saga marche comme ça finit tout le temps avec un, ça finit comme ça, ok. Et... Ben, ils finissent toute la plupart, ben, ils finissent tout sec, là. Ouais, ça finit que tout le monde meurt. C'est pas compliqué. Le dernier, je trouve, ils finissent tous pris dans la dimension fantôme, là, c'est le même. C'est... Là, t'es comme, mais ça conclut la boucle, parce que dans le sens, dans le, là, je veux pas me mêler, mais c'est le 4 que l'enfant disparaît ou le 3? Le garçon Eric qui disparaît, c'est dans le 3 ou le 4? C'est le 4. Non, c'est dans le 2. C'est dans le 2 qu'Atia vient de chercher à la fin. Ah oui, c'est ça. C'est dans le 4 qu'on le revoit. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, dans le 4, on le voit, puis on le voit aussi dans le 5, dans la dimension fantôme à la fin, je me rappelle bien, on le voit dans... Ouais, possible. Il rentre dans la dimension, puis il y a un enfant qui est comme ça, qui regarde, puis si on remarque bien, c'est le même enfant qui a disparu. Puis on voit une femme au loin, ils disent que c'est pas l'actrice qui est Cathy qui le faisait, mais elle y ressemble. Tu m'en rappelles plus, elle est brouillée peut-être. Hein? Ouais, ben on la voit floue, puis ça va vite la séquence, on s'entend. Puis c'est ça. Puis ça finit sec, ça finit comme ça sec, là. Ils sont bons pour finir sec. Non, c'est une séquence. Ça me dérange pas, ça. C'est voulu, c'est des choix. Non, mais ça, c'est l'ambiance. Ils ont révolutionné le genre de ce domaine-là. C'est pour ça qu'il y a eu des variantes. Il y a eu 2 films hors catégorie, comme je dis, un au Mexique, un au Japon. Puis là, il y a on a vu récemment, je l'ai pas vu, ils ont essayé de faire une belle saga Paranormal Entity. Ouais, c'est fait par Asylum. Ouais, pour moi, personnellement, je trouve pas que c'est une bonne gang de production. Ils ont fait la très connue saga Sharknado, que je souhaite pas qu'on parle ici parce que j'ai pas... Je pense pas qu'on va en parler. Non, moi j'ai... On pourrait parler peut-être à mener du cas Asylum, qui est le studio qui fait plein de films comme ça. Ouais. Peut-être à un moment. On verra un jour. Mais même en tout cas, c'est devenu une référence pour tout ce genre de film. Il y a beaucoup de films maintenant qui se basent sur plusieurs concepts pour faire ça. Le principe de caméra, le principe d'effet paranormal. C'est devenu culte, là. Je veux dire, le premier a tout changé, là. Ouais. Mais ça allait apporter un nouveau genre pareil. On dira ce qu'on voudra. Il y a quand même eu des retombées dans l'univers du cinéma parce que c'était un des premiers films qui s'avait permis d'avoir un budget très mince et d'en rapporter beaucoup. Ça a inspiré d'autres studios à faire pareil. C'est pourquoi, une des raisons pourquoi le fan footage est aussi populaire. Ah, c'est ça, non. J'ai écouté d'autres films après d'horreur puis ou de suspense de ce genre-là, puis le principe avec cette caméra-là, ça change complètement la vision du film, là. Je pense à c'est Projet X, c'est ça, Projet X? Ben Projet X aussi, ouais. Projet X, c'est pas un film d'horreur, là, c'est un film de party, là, si on veut. Ouais. Mais oui, eux autres aussi utilisent le fan footage, même si c'était film. Projet X, mais il y en a un autre, c'est 4 garçons qui ont des pouvoirs. Oui, Chronicle. Je pense que c'est ça. Très bon. Ils se filment chacun leur tour avec une caméra, puis ils ont chacun développé des pouvoirs. Puis tout le long du film, c'est science-fiction, là, mais c'est le principe qu'on voit juste un point de vue, puis c'est flou, puis dire. Mais c'était J.J. Abrams qui avait ramené ça avec le premier Cloverfield. Que je sais pas si tu te rappelles Cloverfield, oui. Les extraterrestres qui attaquent la ville. Mais si on parle de vraiment premier film fan footage, en tout cas, à ma connaissance, c'est le projet Blair Witch. Qui est, en tout cas, selon moi, une dope, là, mais, mais ça l'a apporté un genre, puis ça l'a fait jaser, puis Stéphanie aussi a rien écouté, puis elle a apporté là. Il y a beaucoup de classiques d'horreur qui s'est arrivé comme ça, je veux dire. C'est un domaine qui est difficile, l'horreur. Je sais pas, les gens vont pas en premier aller voir les films d'horreur. Moi, personnellement, c'est mon cas. Et je sais qu'il y a beaucoup de sagas qui ont parti avec rien comme l'activité paranormale. L'exorcisme aussi, qui est, je sais de mémoire que c'est pas été... le premier film a pas été un gros budget, mais ça a été un grand succès. Écoute... Ben, tu sais, actuellement, je pense qu'il y a une vague actuellement pour les films d'horreur. Moi, j'appellerais littéralement le New Age du film d'horreur. Il y a eu actuellement The Conjuring qui va briser
par le réalisateur James Wan, c'est ironique, là, qui est très bon, là. On va briser les habitudes de films d'horreur qu'on a. On va aller chercher, on va être twisté, ou on va aller changer des contextes qu'on est habitué ou des jumpscares. Puis je suis content parce qu'actuellement, on a des phases de films d'horreur où les jumpscares sont pas une nécessité, ils sont là probablement juste pour faire sursauter comme n'importe quel film d'horreur, mais sont là pour des bonnes intentions. Et qu'est-ce que je veux dire par le New Age? Actuellement, il y a eu justement The Conjuring, et j'ai vu Dans le Noir, je pense Into Light en anglais, qui est on va encore briser toutes les habitudes de films d'horreur qu'on est habitué puis aller voir ailleurs. Et justement, je lisais une critique sur Cinéaste qui disait la même chose par rapport au film que je allais voir justement aujourd'hui, Ne respire pas. On arrête de juste faire des jumpscares. Il y a un nouveau. D'ailleurs, j'ai vu un film cet été dans le même genre, dans le renouveau, Krampus. Oui, le film d'horreur de Noël. Ouais, ça m'avait surpris, un film d'horreur de Noël. On s'entend, c'est particulier. Ben, il y a eu un noir à l'époque qui était vraiment bon, ironiquement. Je connais lui aussi, mais ça, c'est quelque chose qui est rare. D'habitude, ils vont faire des films d'horreur à Halloween, l'été. Mais là, on changé la donne, on fait ça pour Noël. Et ça m'a surpris, puis j'ai bien aimé le film. Ça fait du bien des traditionnels slashers qu'on a eu avec Jason, Freddy, tout ça. Ouais, c'est ça. On voit ailleurs. Malheureusement, il y avait Scream qui avait changé la donne, qui avait brisé les codes. Là, j'ai l'impression que Scream a tellement le contexte de Scream a tellement été surutilisé par d'autres films. Scream a été beaucoup utilisé. Il existe sa version parodie, on s'entend. Ouais, avec la peur. Ouais, mais il y a eu beaucoup de films qui ressemblaient à Scream parce que Scream avait parti une vague. Ah, c'est pas pour rien qu'ils ont commencé une série comme là. Actuellement, c'est Activité Paranormale avec le fan footage qui a relancé une vague. Là, comme je te parle des New Age, je pense que c'est ça, la nouvelle vague. Ça va être, on brise ce qu'on est habitué, mais on va ailleurs. On va chercher, on va creuser. Puis je pense que l'avenir du cinéma d'horreur actuellement va être plus en santé qu'il l'a été avant. Avec ce qui sort en ce moment, j'ai l'espoir que oui. Mais il y a un film, je me rappelle plus le nom du film d'horreur, comment il se prénomme. C'est le film d'horreur à la Avengers. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ça a été annoncé, on devrait avoir une bande-annonce d'ici la fin de l'année, le film est déjà tourné. Okay. On va chercher Jason, on va chercher Freddy, on va chercher Michael Myers, et le gars, le massacre à la tronçonneuse, j'oublie son nom, excusez-moi, et lui avec les clous dans la tête, puis j'oublie aussi son nom. Ces cinq-là se rencontrent, ils vont s'affronter ensemble. J'ai eu un article cette année, fait un couple de mois là-dessus, il en parlait, qui disait qu'il voulait faire un Avenger horreur. Ouais. Ça m'a rendu sceptique, parce qu'il a brisé des personnages, prendre des personnages de même qui sont cultes, les mixer ensemble. Ben, Freddy vs. Jason, qui était une boue, selon moi, avait un bon contexte. Je pense qu'il y a un potentiel. Est-ce que ça va ramener les slashers? Je le sais pas. Ben, on peut en traiter un autre dossier, un autre moment donné, parce que là, notre dossier, c'est Activité Paranormale, puis je pense que... Ben, je pense, y a-t-il d'autres choses à dire? Ben, on a beaucoup traité, je veux dire, sinon on n'a pas parlé dans le détail de chaque film, parce que chaque film a le même... Ben, si mettons tu devais faire un classement, est-ce que tu serais capable? Oui, ben, faire un classement, je te dirais, le 1, évidemment, en premier. Okay. Suivi du 2. C'est les mouches sur c'est les deux meilleurs. Après, c'est là que ça vient de toucher un peu. Je sauterais le troisième. Qui avec l'enfance, avec les sorcières, tout ça, je trouve que c'est le moins bon. Tu le mettras en 3D ou tu le je le mettrai en dernier. Ok, carrément. Puis je mettrai les deux autres qui suivent après. Dans le fond, je mettrai 4-5 qui suivent, puis le dernier, vraiment, c'est le 3. Fait que ça fait 1, 2, 4, 5... 3. 3, c'est ça, ok. Ouais, vraiment, ouais. Puis même, moi, c'est ça, le 3, c'est vraiment le moins intéressant. Quoique, on peut dire aussi le cas pour le 5 qui est moins intéressant parce qu'il n'y a pas grand chose à part le principe qu'on voit enfin ce qui sort. Mais je trouve que c'est pas nécessaire. Mais pour ça, puis le fait du 3D, je le mets avant le 3. Parce que le 3, il aurait pu faire, je veux dire, oui, il fait une origine, c'est correct, ça se prend bien. C'est un bon film, il fit dans la saga, mais s'il faut en dire un qui est moins bon, c'est ça, là. Puis le meilleur, c'est le premier, on s'entend. Ben, personnellement, moi, si je devais faire mon classement, je commencerais avec le 2. Le 2, je trouve qu'il se permettait d'aller un peu chercher plus d'histoire, on sait un peu plus ce qui se passait. J'aimais aussi la famille que dans le film, c'est bizarre. Moi, j'ai trouvé moins stéréotypique que les autres. Tu sentais que le film avait quand même un budget un peu plus élevé que le premier. Dans le premier, ça se sent que c'était un très très low budget. Après, je mettrais le premier pour l'idée, l'originalité et le contexte. Le troisième par la suite, je trouve que le 3, c'est le dernier avant que ça part vraiment en n'importe quoi. Okay. Excuse-moi. Et je trouvais que j'aimais le contexte, même si on retourne dans le passé puis que lui il y a des caméras HD, là, j'imagine que c'est logique. Puis après ça, je mettrais le 4, que je trouve le 4, c'est comme c'est complété bon. Là, c'est puis le 5e, il a gardé en vie la saga
Ouais, parce qu'il n'y a pas d'idée. J'imagine qu'il voulait voir plus loin que 5 films, mais qu'à un moment donné... Ouais, mais... Parce qu'à base, il envoyait juste un, quand il a vu que ça pognait, il continuait, mais le résultat de base, il arrêtait après le 3e. Ouais. Le 4 et 5, c'était plus lui qui s'en occupait. Il a accepté qu'il continue le projet. Mais c'est là que ça a comme commencé à décrocher, oui. Ouais, puis le 5, moi, je le quand même. Je trouve que c'est un film de déchet. C'est un des pires films d'horreur que j'ai vu dans les 10 ans. Carrément. Je suis peut-être... Mais... il est pas super bon, mais je l'aime bien le mettre en dernier. Je l'aime bien le mettre en dernier, c'est tout. C'est correct. Mais... on va aller tout de suite, je pense qu'on en est au moment de donner notre note, je crois. Ouais, je vais te le dire en premier. Écoute, pour la saga, c'est dur de donner une note globale pour une saga aussi importante. Je serais porté à dire, je dirais 3.5 étoiles sur 5. Ouais. Non, vraiment, moi, comme je dis, j'ai de la misère avec les films d'horreur. C'est une saga qui m'a plu. J'hésiterais entre 3 et 3.5, mais vraiment, je vais donner 3.5. C'est une saga qui vaut le détour. Pour ceux qui sont maniaques de films d'horreur, qui connaissent pas les films d'horreur, qui veulent commencer à découvrir ça, c'est une bonne saga à entreprendre. Je pense que c'est bon amplement un 3.5, là. Je suis pas bien. Toi, ton avis sur ça? Là, je vais avoir encore du bourreau qui sort la grosse sache. Je pense qu'on a dit, on a nos rôles qui établis. Toi, t'es le plus fin, moi, je suis le méchant. Moi, je donne un 2 sur 5. Je considère qu'il y a des bons éléments. Il y a des bonnes affaires. J'ai pas de ça. Puis probablement, c'est un 6, je vais l'écouter. Mais je trouve que tellement à partir du 3, déjà que le 3 était correct, je trouve qu'après ça, c'est devenu tellement de la merde, puis qu'ils ont poussé à l'extrême, puis que je sens que c'est juste la machine à cash qui parle en arrière. Non. Et les deux dérivés, qu'en tout cas, on mentionnera plus ou moins, qui sont plus ou moins pertinentes. Non, ils sont dispensables, je veux dire. Ouais. J'avais regardé le trailer pour voir si j'avais goût de les écouter, puis ils m'ont beaucoup moins intéressé. C'est sûr que c'est les mêmes principes que la saga de base, mais vous êtes pas obligé d'écouter pour la saga. Vraiment, c'est complémentaire. Moi, personnellement, ce que je recommanderais, écouter les 3 premiers. Je trouve que c'est là que ça devient vraiment, c'est que c'est plus intéressant. Si vous voulez, puis vous êtes plus comme Mathieu, écoutez le 4-5, mais... Ouais, non. Ben, écoutez, non, moi, je recommande les 3 premiers. Le 3, il est ambigu, je veux dire. J'ai de la misère à classer, mais si tu achètes une chose tranchée, j'hésite entre le 5 et le 3 comme dernier. Okay. Mais le 4, je trouve qu'il est mieux que le 3, mais c'est personnellement. Ouais, c'est ça. Moi, le 4, je l'ai pas aimé. Bref. Donc, ta note est assez sec. Ouais. Donc, on conclut avec l'émission. Donc, je vous invite à suivre notre page, à partager nos vidéos, à liker, à rester à l'afflux, évidemment. N'hésitez pas à commenter, nous sommes ouverts à tout commentaire, à toute suggestion. Ouais, si vous avez des suggestions de films, on est partant. Oui, aussi, je sais pas si vous avez remarqué, on a parti une belle chronique écrite sur on a tenté ça. C'est un de mes amis, un de mes amis Guillaume qui a eu l'idée. Il m'a l'a proposé, je trouve ça intéressant. Il nous permet de faire le tour de tous les univers de films. Donc lui, il s'occupe de tout ce qui est indépendant et on lui a laissé aussi le domaine québécois pour l'instant. D'ailleurs, j'aimerais aussi qu'on en traite de temps en temps. Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir du côté écrit, ça permet aussi déjà d'avoir un autre visuel. Ouais, dites-le, hein, si vous désirez encore plus de chroniques écrites, on peut... Ouais, ou d'autres chroniques différentes de d'autres domaines. Nous, on est ouvert aussi. Si vous voulez avoir des idées, vous voulez participer, on est ouvert à l'idée. On va avoir sûrement des invités tôt ou tard. Ouais. Donc ça, suivez notre page, laissez l'afflux. Pour le dossier iTunes, on en parle encore. Pour ceux qui suivent nous sur iTunes, vous avez pu constater qu'on n'a pas d'autres épisodes disponibles actuellement. C'est un travail je croyais qu'elle allait être simple, et finalement, il demande beaucoup de tâches, c'est beaucoup de... C'est très compliqué, il faut aller en dessous, il faut chercher... Non, iTunes il est pas évident à prendre de base. Quand on connaît iTunes, ça va bien, mais moi je suis pas familier. Max est relativement familier, mais on travaille fort de racheter. Inquiétez-vous pas, c'est une question de temps, puis tous les épisodes vont être disponibles. Oh, oui, c'est ça, on voulait tous les mettre d'un coup. Et un coup qu'on a réussi à iTunes, on va s'en aller directement sur Google Play aussi. Oui. Et on peut suivre notre chaîne sur Twitter. Dire, ouais, ça, sur Twitter. Okay. Sur Twitter, Ligue Cinévar. Sur Facebook, par la Ligue des Cinévars. Moi, vous pouvez me suivre personnellement sur mon Facebook personnel, Max Tarion. Vous pouvez me suivre aussi personnellement sur mon Facebook personnel, Mathieu Delaclevo. Et puis aussi me suivre sur mon autre projet, Les Poissons 3 étoiles, sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur les deux. C'est un autre projet un peu dans le même genre. On fait du entertainment, on fait des sketchs, des critiques de films, tout de tout. Donc, je vous invite à nous suivre. Et sur ça, je pense qu'on va vous dire à la semaine prochaine. Ouais, on vous dit à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ah oui, avec un nouvel épisode. Restez à l'afflux. Au revoir.